Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la présente capsule, je regarde une des controverses sur la théorie de la justice de Rawls qui touche le premier principe de justice. Dans une autre capsule, je regarderai une autre controverse qui touche le deuxième principe. Là, je me concentre dans cette capsule-ci sur une seule controverse concernant le premier principe. Je présuppose ici que vous avez déjà écouté et surtout bien écouté la précédente capsule sur la théorie de la justice de Rawls et surtout les parties où j'explique la démarche de Rawls, la fiction de la position originelle avec le voile d'ignorance et pourquoi est-ce que cette démarche-là, pour Rawls, conduirait à l'adoption de ces deux principes de justice. Donc, je présuppose que vous avez en tête vraiment clairement à l'esprit là, la démarche. Que dit le premier principe de justice de Rawls? Eh bien, c'est dit tout simplement que on doit accorder le maximum de droits fondamentaux et de libertés fondamentales de manière égale pour tous, avec pour seule limite la compatibilité des droits entre eux. Donc, dans la précédente capsule, j'ai expliqué le raisonnement de Rawls. Si on ne sait pas qui on va être, si on ne connaît pas notre identité, mais qu'on essaie d'en tirer le maximum, donc la position à laquelle on aboutirait. Et là, je vais vraiment rapidement là, retourner voir la justification, mais la position à laquelle on aboutirait, selon Rawls, les partisans de Rawls, bien, ce serait de donner le maximum de droits et libertés. Parce qu'on va considérer que si on ne sait pas qui on va être, mais qu'on va être le moins défavorisé possible, donner le maximum de droits et libertés serait ce qui serait le moins désavantageux pour tous, si on ne sait pas qui on va être, et les donner de façon égale aussi, là, sans discrimination, avec pour seule limite les libertés fondamentales entre elles. Pour se faire une représentation concrète du premier principe de justice de Rawls, eh bien, on peut penser aux chartes des droits et libertés. Par exemple, la Charte québécoise des droits et libertés qui a été adoptée en 1975, ou encore la Charte canadienne des droits et libertés qui a été adoptée en 1982. Dans les deux cas, c'est des chartes sur les droits et libertés qui sont à peu près similaires là, dans les grandes lignes. Vous pouvez les comparer. J'en ai parlé dans la précédente capsule. C'est assez similaire. Et les deux chartes, la Charte québécoise, la Charte canadienne, s'inspirent, dans le fond, où sont des inspirations et des mises en application concrètes du premier principe de justice de Rawls. Il existe une controverse sur ce principe-là et la controverse qui explique aussi pourquoi certains contestent les chartes des droits et libertés, c'est que la formulation accorde nécessairement une primauté aux droits individuels sur les droits collectifs. Qu'est-ce que ça veut dire, droit individuel, droit collectif? Bien, c'est que à l'intérieur d'une même société, donc là, ça va être une société de droit, à l'intérieur d'une même société, si on veut donner ou attribuer exactement les mêmes droits fondamentaux pour tous, les mêmes libertés, de manière égale pour tous, donc sans discrimination, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit de telle origine ethnique ou de telle autre origine ethnique, qu'on soit citoyen depuis plusieurs générations ou citoyen depuis seulement quelques générations ou nouvellement reçu, tant qu'on est citoyen. Donc, peu importe nos antécédents familiaux, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, notre origine ethnique, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre religion ou notre absence de croyance dans des principes fondamentaux régulateurs, qu'on soit athée, par exemple, agnostique ou fervent croyant, ou qu'on ait telle ou telle conception politique, conviction politique, etc., etc. Donc, peu importe les distinctions, si on veut que les droits fondamentaux soient les mêmes pour tous, il faut qu'on les accorde à chaque individu en tant qu'individu. Ici, en présupposant toujours là, que la personne a le statut de citoyenneté, là, si on est dans le cadre d'une société, mais on doit les accorder aux individus en tant qu'individus. C'est pour ça qu'on parle de droits
individuel parce que les droits s'appliquent aux individus. C'est important dans cette logique-là, tout simplement parce que si, supposons que j'accorde les droits, je vais y aller avec des exemples concrets. Supposons que j'accorde la liberté de conscience qu'aux personnes qui ont telle conviction politique. Ben là, j'accorde plus réellement une liberté de conscience. Je l'accorde seulement à ceux qui ont telle conception politique, puis je ne l'accorderai pas aux personnes qui ont une autre conception politique. Donc, ça ne serait pas une réelle liberté de conscience. Même chose, la liberté de conscience appliquée à la liberté de religion. La liberté de religion, si je dis j'accorde la liberté de religion à l'intérieur des différentes branches, par exemple, du christianisme, mais je n'accorderai pas la liberté de religion pour les athées, ou pour les musulmans, ou pour les bouddhistes, etc., ben là, j'accorderai pas réellement la liberté de religion. Si je dis j'accorde la liberté d'entreprise, mais juste pour les entreprises des francophones ou juste les entreprises des anglophones, ou, etc., j'accorderai pas réellement la liberté d'entreprise. Vous comprenez que si je veux accorder la liberté d'expression aussi, ben c'est encore la même chose. Je peux pas dire j'accorde la liberté d'expression aux personnes qui ont tel ou tel type de valeur, mais je l'accorderai pas aux personnes qui ont tel ou tel type de valeur. Donc, la seule façon de s'assurer que ces libertés fondamentales-là, liberté d'expression, liberté de religion, liberté de conviction, liberté d'association, les différentes libertés qu'on retrouve dans les chartes comme la Charte québécoise et comme la Charte canadienne des droits et libertés. Mais la seule façon de s'assurer que cette attribution-là des droits fondamentaux et des libertés fondamentales sont attribués sans discrimination, bien c'est de les accorder aux individus. Sinon, si je les réserve qu'à seulement certains groupes, certaines croyances, certaines conceptions, certaines orientations culturelles, politiques, idéologiques, etc., ben là, je les accorde plus à tous. Donc, c'est en ce sens-là qu'on va dire, c'est pas des droits collectifs, c'est pas des droits que j'accorde à la collectivité de ceux qui ont telle conception politique ou telle conception idéologique ou telle conception religieuse ou telle conception culturelle. Parce que, encore là, si c'est un droit que j'accorde à un groupe collectif, je ne l'accorde pas nécessairement, ce droit-là, à d'autres groupes. Donc, la seule façon d'éviter qu'il n'y ait pas une minorité, un groupe minoritaire ou même un individu minoritaire qui se retrouve défavorisé, c'est de l'accorder aux individus et non pas aux appartenances en tant que telles. Donc, c'est en ce sens-là qu'on parle de droit individuel et non pas de droit collectif. Donc, la seule limite va être la compatibilité à ce moment-là des droits entre eux. Par exemple, le même exemple que j'ai déjà utilisé, qui est assez facile à comprendre, la liberté d'expression va être limitée tout simplement par le droit, par exemple, le droit à la vie privée, le droit à la réputation. Donc, ça fait en sorte que je ne peux pas diffamer, par exemple, le droit à être, se sentir en sécurité. Je ne peux pas évoquer la liberté d'expression pour faire des menaces à l'intégrité ou des menaces de mort ou quelque chose comme ça. Donc, même chose pour la diffamation, même chose pour ce qui serait une entrave ou un empiètement sur la vie privée. Mais à chaque fois, c'est les droits des individus entre eux. Donc, le fait de traduire le premier principe de Rawls, dire si on veut accorder le maximum de droits, mais accorder ce maximum-là de manière égale pour tous, de traduire ça par des droits individuels, c'est important si on veut réellement respecter le fait qu'on accorde ces droits-là de manière réellement égale pour tous et non pas en donnant des privilèges à certains groupes plutôt que d'autres. Ça, c'est vraiment important dans cette perspective-là. Et c'est d'ailleurs ce qui fait en sorte que dans des sociétés de droit, comme le Canada, comme le Québec, c'est un peu un non-sens de dire que des nouveaux arrivants qui ont reçu leur citoyenneté doivent
adopter nos valeurs, nos modes de vie et vouloir restreindre certaines croyances ou convictions s'ils ne sont pas des menaces, c'est un peu un non-sens dans la mesure où le noyau des sociétés de droit, c'est des droits individuels qui incluent les libertés de religion, qui incluent les libertés de conscience, qui incluent les libertés d'association, etc. Donc, tant que ces droits-là n'entravent pas d'autres droits fondamentaux individuels, il y a pas à les restreindre, sinon on vient dire que la liberté d'association, de conviction, de religion, de croyance, etc., ne serait pas la même pour toutes les convictions, toutes les croyances, toutes les orientations politiques, idéologiques, religieuses, culturelles, sociales, etc. Donc, ici, le principe de Rawls, pour être appliqué en tant que tel, doit se traduire par des droits individuels. Et le raisonnement de ça, je vous réfère là, à la précédente capsule où j'explique la démarche de Rawls pour voir pourquoi est-ce qu'il aboutit à ce principe-là. Il y a une assez importante controverse sur cette primauté-là accordée aux droits individuels. Pour bien la voir, il faut la nuancer. Parce que si on dit juste certains sont contre les droits individuels ou certains sont contre les chartes des droits et libertés parce qu'elles accordent un droit individuel, si on ne nuance pas, ça fait un peu étrange, parce que dire certains sont contre les droits, ça fait oui, mais OK, mais est-ce que c'est vraiment éthique d'être contre des droits? Si on le met juste comme ça, de façon générale, on n'en voit pas le sens. Donc, je vous présente la nuance pour les personnes qui s'y opposent. Les personnes qui s'y opposent, c'est pas qu'ils sont systématiquement contre les droits et libertés de façon générale, ce qui serait bizarre là, comme position éthique, toujours dans le champ éthique ou moral. Mais c'est qu'ils vont dire, dans certains cas, il semble que certains droits collectifs devraient passer avant certains droits individuels. Par exemple, c'est un exemple réel qui a été débattu sur la scène internationale. Il y a eu des débats philosophiques et politiques aussi là-dessus. Et c'est ce qu'on appelle le cas du Québec. Quel est le cas du Québec ou quel était l'élément où on débattait entre droit individuel, droit collectif? Eh bien, c'est la loi 101 ou ce qu'on appelle la Charte de la langue française. La Charte de la langue française, ou la loi 101, c'est un droit collectif, c'est un exemple pratique de droit collectif qui vient brimer ou passer ou avoir préséance sur des droits individuels. J'ai employé brimer si on se place du côté des partisans de cette option-là, ou en fait, ceux qui s'opposent à cette option-là vont dire que ça vient brimer, puis si on est plutôt en faveur de ça, on va dire que ça vient encadrer. Ici, le langage est toujours important là, entre les deux positions. Là. Évidemment, ce ne sera pas formulé de la même façon, ces réalités-là. Pour certains, qui contestent la position de Rawls, pour certains, ils vont dire les droits et libertés ne peuvent pas toujours être les mêmes absolument pour tous. Il faut parfois préserver certains droits collectifs, comme, avec la loi 101, le droit de préserver une langue commune. Donc, certains vont dire qu'il est légitime, dans certaines situations, comme le Québec, qui est un noyau minoritaire de francophones à l'échelle de l'Amérique du Nord, vont dire, bien, pour préserver la minorité francophone en Amérique du Nord, pour pas que la langue française soit noyée sur le continent, bien, il est légitime qu'il y ait une loi comme la Charte de la langue française, la loi 101, qui vienne préserver le français comme langue commune. Alors que si on se place du côté des partisans de Rawls, à strictement parler d'un point de vue rawlsien, une loi comme la loi 101 au Québec, c'est quelque chose d'inadmissible et de foncièrement injuste du point de vue des rawlsiens. Parce qu'ils vont dire, la loi 101 vient enlever certains droits individuels. Ça fait en sorte que un commerçant, par exemple, qui
à tort ou à raison, veut faire des affaires essentiellement en anglais ou en espagnol, en italien, peu importe la langue. Ici, la question n'est pas là. Quelqu'un qui veut faire des affaires ou du commerce dans une langue sans nécessairement avoir de l'affichage ou des employés qui pourraient bien maîtriser le français, dans le cadre législatif de la loi 101, ce commerçant-là ne pourrait pas avoir l'option de dire « je ne réponds absolument pas aux clients en français, je ne fais absolument pas d'affichage en français et je ne communiquerai absolument pas à mes employés en français », ça ne serait pas acceptable dans le cas de la loi 101. Mais certains vont dire, bien voilà, ça peut brimer certaines libertés individuelles. Donc certains, d'un point de vue rawlsien, certains partisans d'une perspective stricte de Rawls, de son premier principe, vont dire, si on accorde de l'importance à la langue française, on va la parler, on doit la transmettre, etc., mais on ne peut pas obliger ceux qui n'ont pas pour valeur la préservation de la langue française, de l'apprendre, de la parler, d'en faire le commerce. Même chose aussi pour l'éducation. Certains autres individus, d'un autre côté, vont dire non, c'est acceptable. C'est la position de ce qu'on appelle les communautariens. Et là, l'expression de communautarien, je la mentionne parce que vous pouvez la voir dans des débats. Par contre, je mentionne tout de suite que c'est une dénomination ou une appellation, je devrais dire, qui est ambiguë parce que ce qu'on appelle les communautariens en Amérique du Nord, c'est pas la même chose que ce qu'on appelle les communautariens en France. Donc, dans les débats, dans la francophonie, selon que les références sont américaines au sens d'Amérique du Nord ou au Québec, là, qui inclut le Québec, ou qu'elles soient françaises au sens de la France, on ne réfère pas toujours à la même chose. Règle générale, en France, ce qu'on appelle les communautariens, il y a souvent la crainte de repli communautaire entre des communautés. Alors qu'en Amérique du Nord, ce qu'on appelle le plus souvent communautarien, c'est l'idée que les références au langage, les références aux valeurs sont jamais universelles au sens désincarné, mais sont au sens, par exemple, où il n'y a pas une langue universelle, où il n'y a pas, même pour le français, il n'y a pas un français pur sans accent. Dans le fond, ce qu'on considère être un français sans accent, c'est juste l'accent majoritaire, mais c'est aussi un accent. Donc, ce qu'on appelle communautarien en Amérique du Nord, c'est l'idée que la langue, les valeurs, tout ça repose sur des communautés de langage, sur des communautés. Bref, ce qu'on entend par communautarien varie selon que le terme est utilisé là, en Amérique du Nord ou au Québec ou que c'est utilisé en France, mais l'objectif ici, c'est pas un débat sur ce terme-là, mais c'est tout simplement peu importe l'appellation qu'on y met, c'est tout simplement de prendre conscience que pour certains, donc des droits collectifs peuvent être admissibles dans un certain cadre de préservation d'horizons, de langage et de communauté de valeurs. Donc là, je regarde quels sont les principaux arguments, par exemple, qui sont évoqués par les individus qu'on retrouve de ce côté-là pour défendre certains droits collectifs comme la loi 101, la langue française au Québec, par-dessus certains droits individuels. Par exemple, les droits individuels sur l'affichage ou le commerce dans ce qui concerne la langue. Donc, certains vont dire, bien, ici, là, j'y vais avec l'argument le plus large, le plus général, vont dire, bien, il s'agit de préserver, dans le fond, une langue commune, un ensemble d'horizons communs pour le dialogue, pour les discussions. Donc, certains vont dire, bien, en ce sens-là, on pense avec des mots, avec un langage, et on doit préserver un langage commun. Il n'y a pas de langue universelle, il n'y a pas de langue sans accent. On doit préserver, dans le fond,
ce qui fait le propre d'une communauté. Donc, certains vont dire, bien, pour préserver le français en Amérique du Nord, il est légitime. Donc, certains vont dire, voilà, la loi 101, ou la Charte de la langue française, vise à préserver un trait de l'identité culturelle du Québec. Donc, pour préserver l'identité culturelle, on va avoir un droit collectif à préserver, à avoir des dispositions qui visent à préserver la langue française. De l'autre côté, si je veux du côté donc des partisans de Rawls, la réponse qu'ils vont apporter ou l'argument qu'ils vont apporter face à cette remarque-là, c'est qu'ils vont dire, ben, évoquer l'identité québécoise ou un trait de la culture québécoise, c'est pas suffisant pour mettre en place un droit collectif qui viendrait restreindre des droits individuels. Parce qu'ils vont dire, OK, on conçoit que vous dites que le français fait partie de l'identité du Québec. Mais, ils vont dire, ça ne vient pas justifier qu'il y ait une loi qui vienne l'encadrer. Parce que, si on regarde les choses, supposons en 2020, on va dire, oui, le français fait partie de l'identité du Québec. C'est la langue commune. Ils vont dire, OK, mais supposons qu'on posait la même question, la question de savoir qu'est-ce qui fait partie de l'identité de la culture québécoise, mais qu'au lieu de la poser cette question-là au début du 21e siècle, supposons qu'on posait cette question-là au 19e siècle. Qu'aurait répondu la majeure partie des gens au 19e siècle? À tort ou à raison, la majeure partie des gens auraient dit la langue française est un trait important du territoire. On aurait parlé du Canada français, là. On n'aurait pas parlé du Québec au 19e siècle, mais ils vont dire, OK, oui, probablement qu'au 19e siècle, on aurait relevé aussi l'importance de la langue française comme trait de l'identité canadienne-française. Bon, c'est sûr, c'est un peu circulaire, parce que dans l'identité canadienne-française, on ne sera pas étonné qu'il y ait le français. Mais, et c'est là le point des gens qui vont mettre un bémol là, sur le droit collectif, c'est qu'ils vont dire, au 19e siècle, on n'aurait pas seulement dit le français comme trait de la culture canadienne-française. Au 19e siècle, on aurait mis aussi la chrétienté. Les francophones, au 19e siècle, étaient majoritairement catholiques. Les anglophones, dans le territoire du Canada, du Bas-Canada ou de ce qui serait le Québec aujourd'hui et ce qui est l'Ontario aussi, l'Ontario et le Québec, bien, pour les anglophones, la majorité c'était des protestants. Mais protestants et catholiques sont deux branches du christianisme. Donc, les partisans de Rawls, ici, vont dire, au 19e siècle, dans le territoire du Québec et même le territoire de l'Ontario, on aurait mis comme trait de la culture l'appartenance à une histoire chrétienne, un horizon de la chrétienté. Donc, à tort ou à raison, peu importe, au 19e siècle, si on avait interrogé les gens, la majeure partie des répondants aurait peut-être, oui, mentionné le français pour le territoire de la Nouvelle-France, mais il y aurait, la majeure partie des répondants auraient aussi mentionné la chrétienté. Alors que, donc, ils vont dire, supposons qu'on avait fait des droits collectifs pour préserver la culture de l'époque. On aurait mis une loi pour préserver le français, mais on aurait aussi mis une loi pour préserver la religion chrétienne dans l'espace public. Parce que ça aurait été des éléments importants de la culture commune de l'époque. Mais si on reposait les mêmes questions au 21e siècle, début du 20e siècle, et qu'on demanderait est-ce qu'on trouverait encore admissible qu'il y ait une loi
qui viennent préserver l'identité chrétienne dans l'espace du Québec, encore là, à tort ou à raison, la majeure partie des répondants diraient non, on ne veut pas qu'il y ait une loi qui vienne préserver un trait d'identité collective sur quelque chose qu'on veut par nous-mêmes décider, ou si on y adhère ou si on n'y adhère pas. Donc là, ça c'est l'argument des partisans du premier principe au sens strict d'application de Rawls, c'est qu'ils vont dire évoquer la préservation d'un trait culturel n'est pas suffisant parce que les traits culturels peuvent varier avec le temps. Actuellement, oui, il peut nous sembler que le français est un trait de la culture dans l'espace du Québec, mais on ne voudrait plus être obligé, par exemple, d'être encadré pour préserver la chrétienté. Par exemple, à tort ou à raison, une majeure partie ne voudrait pas qu'il y ait des lois là-dessus. Mais une majeure partie aurait voulu que ça soit préservé au 19e siècle. Une majeure partie aurait même pas vu le problème à l'enchasser dans une loi. Alors qu'aujourd'hui, une majeure partie trouverait probablement qu'il y aurait un problème à l'enchasser dans une loi. Donc, les partisans de Rawls vont dire, ben voilà, ce qui fait partie, à tort ou à raison, d'une culture peut varier et des choses qui sont extrêmement importantes à une époque peuvent sembler optionnelles à d'autres époques. Au 19e siècle, pour garder le même exemple, l'appartenance à la chrétienté aurait été beaucoup plus importante, cette appartenance-là, comme marqueur identitaire et culturel, ça aurait été beaucoup plus important que la langue française. Parce que, encore là, autant francophones qu'anglophones avaient ce trait commun-là. Donc, vous voyez, ça c'est l'argument qui est apporté par les partisans de l'application stricte de Rawls pour dire non, ça doit être des droits individuels et ils vont dire de la même façon qu'on doit accorder pour tous, chrétiens ou pas, athées ou pas, agnostiques ou pas, ou adhérents à d'autres conceptions, d'autres religions, on doit adopter une liberté de religion stricte, même si la chrétienté a déjà été un trait identitaire de l'espace politique québécois, qui est devenu le Québec. Et même chose aussi pour l'Ontario, d'ailleurs, pour l'ensemble du Canada, même si on voulait élargir. Donc, certains partisans de Rawls vont dire, ben, de la même façon qu'on doit donner la liberté de religion, liberté de religion qui inclut, évidemment, je le rappelle, la liberté d'être athée, la liberté aussi d'être agnostique, de ne pas vouloir se prononcer. Bien, ils vont dire de la même façon qu'on doit accorder cette liberté-là à tous, malgré l'histoire du territoire québécois. Bien, de la même façon, on doit accorder la même liberté à tous par rapport à la langue, malgré l'histoire québécoise. Et là, ils vont dire, ben, c'est la même logique qui doit s'appliquer. Si certains jugent qu'il est important ou pas de préserver la chrétienté dans leur vie, ils vont le faire qu'il y ait une loi ou pas. Donc, ils vont dire, ben, de la même façon, s'il y en a qui jugent important que le français soit préservé, ils vont essayer de transmettre le français ou un bon usage du français, peu importe qu'il y ait une loi ou pas. Donc, ça, c'est la position et le contre-argument des partisans de Rawls. Ils vont dire que ça doit, pour le français aussi, ça doit rester une question purement individuelle, ou un choix, ou une liberté individuelle, de la même façon que les libertés de religion, c'est des libertés individuelles dans cette perspective-là, ou dans cette logique-là, des droits fondamentaux, dans la logique du premier principe de Rawls. Les communautariens, ils vont apporter un argument par rapport à ça. Je vous donne le principal argument pour les gens qui considèrent qu'un droit collectif sur la langue commune est acceptable
par-delà ou au-delà ou au-dessus des droits individuels, même si, donc, il y a plein de nuances, là, du côté qui vont défendre, des gens qui vont défendre cette position-là, mais le principal argument, en gros, consiste à dire, pour répondre à l'objection qui était faite par les partisans de Rawls, consiste à dire, bon, c'est sûr qu'à première vue, dans le contre-argument, c'est sûr que si on se dit, oui, si on compare la langue avec la religion, il nous semble que ça peut varier avec l'histoire. Et on peut se dire, bien oui, au 19e siècle, on aurait voulu avoir un droit collectif pour préserver la chrétienté autant que pour préserver la langue française, alors qu'aujourd'hui, sociologiquement, à tort ou à raison, on pourrait souhaiter avoir encore l'encadrement pour la langue, mais on ne voudrait plus avoir cette obligation-là d'une préservation de la chrétienté, par exemple, parce qu'on va vouloir avoir un droit individuel à la liberté de croyance, liberté de religion, liberté de conscience, etc. Donc, du côté des partisans d'un droit collectif pour la langue française, ils vont dire, c'est sûr qu'en apparence, il semble y avoir quelque chose d'embêtant ici. Mais ils vont dire, il y a une nuance importante entre les deux. La nuance importante, c'est que dans le cas de la religion ou des croyances ou des convictions, il y a quelque chose vraiment, ultimement, d'individuel, qu'on le veuille ou non. Parce que si on impose une conviction, une croyance ou une religion aux gens, si on veut en faire comme une religion d'État ou si on veut en faire une norme qui donne une pression sociale, il y a quelque chose qui, dans son cœur même, ne fonctionnera jamais. Si je suis obligé de croire ou si je suis obligé de ne pas croire, en réalité, je ne croirai pas réellement. Il y a comme quelque chose qui est un non-sens. Si on est obligé de croire, on fait semblant de croire ou on se conforme, mais dans notre cœur, c'est pas réellement notre conviction profonde. Donc, socialement, mettre des normes, ça ne changera pas le cœur. Il y a quelque chose dans la foi ou dans la conviction qui est, jusqu'à un certain point, individuel. J'emploie foi autant pour la croyance en un Dieu que la foi en un matérialisme pur. Donc, je mets l'athéisme ou la conviction religieuse comme dans un même schéma, là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer la conviction. La conviction, elle est là ou elle n'est pas là. On peut juste forcer des apparences, mais pas la conviction. Donc là, certains vont dire, il y a déjà ici une nuance. La liberté de religion ou la liberté de conviction, la liberté de croyance, et encore là, je mets la non-croyance là-dedans, il y a quelque chose qui est propre à soi, qui vient vraiment nous toucher au plus profond de nous-mêmes, mais qui n'est pas juste qu'un horizon. Alors que pour la langue, du côté donc de ceux qui vont défendre là, le droit collectif, vont dire il y a quelque chose qui est différent. C'est que, en tant que société, on doit, dans un horizon de citoyenneté ou un espace politique, que ce soit l'espace politique d'une province ou d'un pays, il doit nécessairement y avoir une langue commune. Parce que s'il n'y a pas de langue commune, il n'est même pas possible de discuter et de débattre de choix politiques. Pour pouvoir débattre socialement, il faut pouvoir minimalement se comprendre. Pour pouvoir minimalement se comprendre, il doit y avoir une langue commune. Parce que si on a, supposons, dans une même société, si on a qu'un quartier ou qu'une région qui parle, supposons, que le français, puis un quartier ou une région qui parle que l'espagnol, puis un autre, même chose pour l'italien, pour l'anglais, etc., etc. Si on a des régions qui ne parleraient qu'une langue, mais sans langue commune, comment est-ce que
on pourrait avoir des débats entre ces régions-là si on fait partie d'une même entité politique, d'une même province ou d'un même pays. Ça ne serait pas possible. Il faut qu'il y ait une langue commune. Et là, les partisans de ce droit collectif-là, ils vont dire, c'est certain que là, on ne peut pas faire abstraction de l'histoire, parce que pour les pays où, pour des raisons historiques, il y a une langue commune majoritaire qui s'est développée. L'anglais aux États-Unis, le français en France. Bien, ils vont dire, là, la question de préserver la langue commune se pose peut-être pas, tout simplement parce que l'histoire a fait en sorte qu'il y a une langue commune qui est déjà là, par défaut, bien préservée. Mais il n'y a rien qui vient dire que ça doit être le français ou l'anglais ou l'espagnol, etc., qui soit la langue du débat politique. C'est tout simplement selon les pays. Là encore, ben, en France, ça va être le français. Aux États-Unis, ça va être l'anglais. Mais ce ne sera pas la même chose si on est en Espagne, si on est au Mexique, si on est en Israël, si on est en Allemagne, etc. Ils vont dire c'est habituellement, tout simplement, l'histoire de ce qui a donné le pays, qui donne la langue de débat. Mais il peut y avoir des situations comme le cas du Québec, mais le Québec n'est pas que la seule entité politique dans cette situation-là, mais il y a des situations où il y a eu plusieurs peuples fondateurs. Dans le cas du Canada, bien, il y a les peuples, les Premières Nations, qui étaient déjà là. Il y a les apports de la France, de l'Angleterre, aussi l'immigration de l'Irlande, de plein de pays. Donc, on va dire, bien, il y a des situations où, comme le cas du Québec, où il y a, dans le fond, une langue qui, pour des raisons historiques, peut être désignée comme langue commune pour le débat politique, mais qui, en même temps, d'un point de vue sociologique plus large, n'est pas nécessairement préservée du simple fait de son histoire. Encore là, dans le cas du Québec, bien, le Québec a le français attaché à son histoire, mais dans le continent nord-américain, la langue française est minoritaire dans le continent nord-américain. Donc, là, ici, certains vont dire que il est acceptable dans le cas de la langue d'avoir un droit collectif pour préserver une langue commune qui vienne restreindre des droits individuels par rapport à l'instruction, par rapport au commerce, etc., viennent restreindre un peu, dans la mesure où il faut qu'il y ait, qu'on le veuille ou non, il faut qu'il y ait une langue commune pour qu'il y ait une vie politique possible, pour qu'il y ait des débats, pour qu'il y ait des possibilités d'échange. Et là, certains vont dire, bien, puisqu'il doit y avoir une langue commune pour assurer la vie démocratique, bien, à ce moment-là, on peut choisir de préserver une langue commune dans un territoire géopolitique lié à son histoire. Donc, puisqu'on pourrait on pourrait choisir n'importe quelle langue, mais il est, de ce point de vue-là, cohérent ou acceptable de choisir, par exemple, la préservation du français comme langue commune pour la vie démocratique sur le territoire québécois. Ça, c'est le point de vue, donc, des personnes qui vont considérer que dans certains cas, il est acceptable de restreindre les droits individuels pour avoir des droits collectifs. Par contre, l'argument ici, remarquez qu'il marche, il est articulé, je devrais dire, dans la mesure où la langue est nécessaire pour l'échange d'idées, pour les débats d'idées qu'il doit y avoir dans une vie démocratique. Mais le raisonnement ne marche pas, par exemple, dans le cas de la religion ou
de l'athéisme, l'opposition à la religion, et c'est ce qui fait en sorte, ici, pour ces partisans-là, que la même logique de droit individuel qui s'applique, par exemple, pour la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté de conviction, ne s'appliquerait pas nécessairement pour la langue d'usage.